Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Ils faisaient la même prière, d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, ils souriaient, dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait... Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Des mots de minuit, il y en a plusieurs ce soir, donc je voudrais vous présenter Annette Messager et Gérard Pesson. Alors en la circonstance, je dirais collaboration. En couple, hein, oui. Collaboration absolument entre une artiste plasticienne et un compositeur. L'art plastique, la musique, c'est ce que vous faites dans un... Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, ça s'appelle Rubato Magdisando et c'est visible à Paris. Bon, on va en parler tout à l'heure. Josué Mendes, vous êtes cinéaste, vous êtes péruvien. Je disais éclectisme tout à l'heure. Votre travail est un travail à la fois sociologique et un travail de cinéaste sur la société péruvienne qui a beaucoup à voir avec la mondialisation et parfois notamment avec l'argent. Hélène Cixous, je dirais professeur, je dirais écrivaine, je dirais dramaturge, je dirais philosophe, je dirais encore critique littéraire, et je n'aurais rien dit. Voilà bien l'éclectisme. Marie Modiano, c'est la musique, et vous êtes chanteuse, et voici un extrait de votre album réalisé avec la collaboration de Peter Van Peul. Premier extrait, Spider's Touch. Votre nouvel album s'appelle Outland. On vous écoute. The seasons of your life get blurred when the light breaks through your room. The exit is so far away, you can't reach it anyway. The cracks on the walls in the blues, you got nothing to win, not to lose. The spider's touch is so soft, happy times are coming to dust. My love won't kill. The big black cloud over your head, tell me how do you feel? I guess you taught yourself back into bed. The strange rules of your homemade line are just so hard to understand. You're standing somewhere in the darkness where demons all play games. Will you stay this way? I know I should be running away. Was just a nightmare, you'd say. But it looked, it felt, it seemed like today. My love won't kill. The big black cloud over your head, tell me how do you feel? I guess you taught yourself back into bed.
My love won't kill. The big black cloud over your head. Tell me, how do you feel? I guess you taught yourself back into bed. My love won't kill. The big black cloud over your head. Tell me, how do you feel? I guess you taught yourself back into bed. Venez vous asseoir avec nous, on vous retrouve tout à l'heure dans un autre extrait et puis on va avoir l'occasion de parler avec vous. Annette Messager, Gérard Pesson, le mot qui me vient quand je regarde, alors qu'est-ce que c'est? Le spectacle, le moment que vous donnez à la chapelle des Récollets à Paris dans le cadre du Festival d'automne est un moment tout à fait singulier puisque on a toutes les réminiscences de la plasticienne et puis on a toute l'invention du compositeur que vous êtes. Et le mot qui me vient, c'est fascination parce qu'on est surpris quand on entre dans cette chose qui dure 20 minutes, on est surpris et il y a deux mots qui me viennent, pas un seul, c'est à la fois fascination et sidération. Autrement dit, votre collaboration fait que... Je crois qu'on ne peut pas nommer ce qu'on a fait ensemble. Il n'y a pas un mot pour dire ce que c'est. On a, je dirais pas travaillé ensemble, mais l'un pour l'autre. Et rien que le titre est assez déroutant. Gérard pourrait vous l'expliquer mieux que moi. Rubato ma glissando. Donc, c'est deux termes musicaux qui sont assez courants pour des musiciens, mais pas accolés de cette manière. Expliquez-nous un peu quand même. Alors rubato, ça veut dire voler en italien, mais ça signifie que le tempo est un tout petit peu ralenti. On vole du temps en fait, c'est ça, rubato. Et glissando, ça veut dire faire glisser un son avec le doigt par exemple sur la corde. Mais jamais on ne met ces deux termes ensemble. Donc là, on a mis deux termes qui ne vont pas ensemble. Pourquoi vous accolez-vous? Quel rapport y a-t-il entre ce que vous faites vous, compositeur de musique, et ce que vous faites vous, Annette Messager, qui est un autre travail, et c'est la première fois que votre travail est mis en musique? Oui, je ne sais pas si c'est mon travail qui est mis en musique ou sa musique qui serait mise en image, qui se sert de votre travail, je ne sais pas. Mais... Oui, c'est une demande du Festival d'automne. J'ai écouté la musique de Gérard Pesson et j'ai vu une sorte d'amour du quotidien, des choses assez à la fois intimes mais en même temps simples. Ce qui ne veut pas dire pas savant, je dis bien, surtout dans le cas de la musique de Gérard Pesson. Et une sorte peut-être de grand intérêt pour le détournement des objets. Moi, je suis sensible. On est des artistes, on est des menteurs et des voleurs. On affabule tout le temps. Vous n'avez jamais été arrêté? Non, parce que je suis artiste, j'ai cette chance. On vole, moi je vois un sac plastique qui vole dans la rue, je trouve ça beau, je pense que Gérard est sensible au son, je vois une broche d'un barbecue, je me dis que ça serait formidable un pantin qui tourne comme ça, enfin on pique, on vole, et ce qui m'a plu aussi dans la musique de Pesson, c'est que c'est à la fois de la musique avec des instruments, un violoncelle, un violon très classique, et puis des petits bruits, des petits grincements, des petits... Et il y a ce mélange-là qui, je trouve vraiment, moi, qui m'émeut beaucoup. La preuve par l'image, on regarde un extrait de cette... chose. De cette représentation, de cette installation, de ce moment. Notre enfant est monstrueux. Ben.
Qu'est-ce qu'on nous a montré là? On a vu des balles de ping-pong. Et on a entendu, hein? Mais Oui, elles sont caressées. Oui, donc le bruit des balles de ping-pong, j'aimais beaucoup ça. Donc je n'ai parlé à Pesson qui les a utilisées. Qu'est-ce qu'on vient de voir? Des sacs en plastique, justement, des grappes de sacs en plastique qui montent et qui descendent. Donc ils forment une sorte de grande fleur avec un éclairage qui en fait une chose très précieuse, alors que c'est la chose la plus quotidienne et la plus pauvre que nous ayons tous chez nous. ce qui est étonnant, hein, ce qu'on voit dans votre spectacle, ce qui est à voir, c'est notamment ce nez. Mais c'est parti, enfin je me suis déjà plusieurs fois intéressée au pantin qui est Pinocchio. Pinocchio, hein. Et je savais que Gérard aimait beaucoup l'Italie, parlait très bien italien, et je me suis dit que ça pourrait peut-être l'intéresser. Évidemment, il n'y a pas d'illustration de Pinocchio, mais comme on est des menteurs, il y a un nez. Les musiciens, à un moment, ont tous les nez. Et ce nez est systématiquement titillé par le ventilateur. Il est utilisé à la fin. On voit d'abord un enfant qui est suspendu dans un coin du plateau et qui annonce on pourrait appeler ça le thème du mensonge, si on veut le dire de manière un peu emphatique. Et à la fin, les musiciens, eux aussi, auront donc menti et sont avec ce nez qu'un petit ventilateur lumineux fait effectivement tourner. Et pendant ce temps-là, il sifflote, mais d'une manière très, très tenue, comme ça, faisant une sorte de chorale à la toute fin. Gérard Pesson, comment est-ce que, quand vous composez votre musique, vous l'imaginez? Autrement dit, comment est-ce que vous la mettez en image et est-ce que c'est quelque chose qui vous est venu avant de collaborer avec Annette Messager? Alors là, en l'occurrence, dans un projet comme celui-là, évidemment, il y a des éléments qui sont apportés sur la table, enfin, façon de parler. On discute, on dit tiens, on pourrait... Ce que j'aime bien dans ce projet, c'est qu'on est parti de rien, ce que je trouve toujours un très bon départ. Et puis... On n'arrive à rien. J'espère qu'on arrive à quelque chose. Ah non, je vous promets qu'on arrive à quelque chose parce que ça n'a beau durer que 20 minutes, c'est 20 minutes qui vous captivent. Et donc ensuite, il y a des propositions qui tournent, et puis très vite, moi je songe très vite à des personnes en fait, parce que tous les instrumentistes ne peuvent pas se mettre dans une aventure comme celle-là. Il faut des gens qui aient envie d'abord d'être masqués, d'être éventuellement suspendus. Certains ne l'accepteraient pas. Et puis il faut des gens qui aient le goût de l'aventure. C'est physique, d'autant plus qu'il joue 4 fois de suite, donc il y a une certaine tension. Donc c'est 4 fois 20 minutes. Voilà, 4 fois qu'il rejoue. 4 ensuite, fois 20 minutes suspendus. Voilà, c'est ça. Ils ne sont pas suspendus, ils sont attachés. Ils sont attachés. Ils sont des marionnettes. Je voudrais alors, Forever Valley, c'est un extrait du 7 mai 2000, hein, c'est un opéra dont vous êtes le créateur, Théâtre des Amandiers à Nanterre. Voici ce que vous faites quand vous faites de la musique hors l'image et hors son incarnation. La vallée d'en bas, peu à peu, a attiré les habitants de Forever Valley. Maintenant, tout Forever Valley dépend de la vallée d'en bas. Je me suis trompée de projet. Le père n'ouvre plus jamais les yeux. Arrivé dans la chambre, il a perdu connaissance. Commentaire sur cette création qui date de 2000? C'était là aussi une grande aventure avec Marie Redonnet, qui est romancière. Et je lui avais demandé de m'écrire un livret. Et je pense qu'Hélène Sixius a fait un livret, je me souviens, pour André Bourechiev. Ce n'est pas une chose facile, parce que les compositeurs ont besoin de mots, mais pas trop de mots. Alors souvent, ils ont tendance à vouloir couper un peu les écrivains, qui, bon, des fois sont susceptibles, ce qui est normal. Et elle m'avait fait un livret qui était très très long, donc finalement, j'avais pris un de ses romans et on avait travaillé ensemble
au découpage. Et c'est Frédéric Fisbach qui avait fait la mise en scène. Mais là, ce que j'aimais bien dans cette histoire, c'est que c'est vraiment une chose absolument collective, c'est-à-dire même le compositeur, d'un certain point de vue, s'occupe de l'image aussi, de la dramaturgie. Et, je ne crois pas qu'on puisse faire des opéras comme on le faisait au XIXe siècle, où les travaux sont séparés. Est-ce que c'est une évidence pour vous d'envisager une collaboration comme vous le faites avec Annette Messager, par exemple? Est-ce que c'est évident? Pour moi, c'est très, oui, c'est assez évident. En tout cas, c'est très naturel et je le demande. Enfin, j'aime beaucoup ce fait que les arts aujourd'hui peuvent se compénétrer, enfin, être très en relais les uns des autres et respirer naturellement ensemble. Je trouve que c'est une chose que la danse contemporaine nous a beaucoup appris d'ailleurs. Et pour vous, Annette Messager, est-ce que Ce que je trouve bien, par exemple, j'avais fait un projet à Bobigny avec Arias, mais Ouais. bon, c'était le Alfredo metteur en Arias, scène, et en quelque sorte, j'étais décoratrice plus que ça, puisqu'il a animé mes objets, etc. Tandis que là, il n'y a pas de metteur en scène, c'est nous deux ensemble. Il n'y a rien, comme il dit, il n'y a rien. Et ça, c'est beaucoup plus créatif, beaucoup plus dangereux. Je peux vous dire que 2 jours avant la première représentation, rien n'était vraiment fixé, les choses. Gérard a rendu sa copie un peu tard. aux Toujours musiciens. comme ça. Gérard, c'est pas sympa, hein, de rendre Donc sa pour les copie. musiciens, parce Vous voulez qu'il me reculpabiliser. Donc vous l'avez analyse et tout, enfin bon. Et je crois qu'on est dans une époque où on a envie que de mélanger les choses, que de voir. Je trouve qu'on est tellement. Enfin, les plasticiens ne connaissent pas la musique. Mais c'est quand même, pour vous, c'est quand même la première fois. Comment? C'est quand même c'est la première. Oui, j'avais refusé justement d'autres propositions comme ça avec un metteur en scène parce que c'est pas assez créatif pour moi. Est-ce que c'est pas- l'aboutissement? Mais j'avais la trouille, hein, je me disais. Est-ce que c'est une forme d'aboutissement de votre travail? On va regarder. Oh bah là, vous me donnez 90 ans, un aboutissement, c'est un Non, non, effondrement non, que non, vous me quand je proposez dis- là. je trouve. quand je dis aboutissement, c'est un chemin de traverse. Ah, je préfère 1000 fois mieux ça. Parce que je ne sais pas si vous avez vu l'entrée, parce que vous êtes venu peut-être à une... où on entre aussi par un jardin. Je n'ai pas voulu qu'on rentre dans la chapelle par la grande porte solennelle. Dans l'art aussi, je suis rentrée par des chemins de traverse. Là, on voit C'est- votre travail c'est plus- en 2007 à Beaubourg. On voit des images de votre travail à Beaubourg. Ça nous donne l'esprit de votre travail. Évidemment, l'extrait que vous choisissez. Ah non, il y a tout, hein. Alors, on Le retrouve premier. les fils, on retrouve les Oui, fils qu'il y a j'ai dans beaucoup Roubateau. utilisé de choses. Oui. Ça s'appelle, Dépendance, indépendance s'appelle cette pièce. Et d'ailleurs, je pense que quand j'avais travaillé avec ce metteur en scène à Bobigny, c'est là où j'ai vu mes choses s'animer, bouger. Et peut-être 6 mois où j'ai commencé à travailler avec des moteurs. Je pense que ça a dû avoir une influence. On ne sait pas comment on est traversé justement par les expériences. Une question sur la manipulation. Vous dites souvent, quand vous êtes interrogé par certains de mes confrères, vous dites souvent que la manipulation, que nous en soyons la victime, l'objet ou le sujet, vous dites que c'est quelque chose de fondamental. Oui, parce que je crois qu'on est tous manipulés. On est à une certaine époque. On n'a pas choisi ses parents, on n'a pas choisi le pays où l'on vit. On pourrait changer, mais vous me direz. Mais peut-être que grâce justement à ces contraintes, on a envie de se libérer, on a envie. Et ce spectacle, c'est ça pour moi. C'est les musiciens sont attachés comme des marionnettes et malgré ça ou à cause de ça, ils arrivent à sortir des sons, à vivre. Et pour moi, c'est un message très optimiste, ce spectacle. Je ne sais pas comment vous l'avez ressenti, mais pour moi, c'est un hymne à l'art, à la vie. Et aussi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que c'est vraiment beaucoup plus que mon travail habituel où je suis toute seule. Même si je travaille avec des gens, je décide. Et là, on décidait ensemble et il y a
Et il y a un régisseur lumière et il y a les musiciens qui peuvent faire tel mouvement, qui ne peuvent pas faire cette chose. Je veux dire que c'est un travail beaucoup plus en commun. Et ça, c'est assez merveilleux. Pourquoi est-ce que des êtres comme le singe et l'araignée, je crois que c'est l'araignée, arachnéen, ouais, donc c'est l'araignée, pourquoi est-ce que le singe et l'araignée sont des références que vous avez? Le singe, je ne vois pas. Hein, mais Je suis, Mais je suis la colporteuse de chimères, la colporteuse de rêves simiesques, ah oui, de rêve de simiesque. délires arachnéens. C'est pas pareil, n'est-ce pas? C'est une façon de parler. Bah, oui, enfin, oui, on est tous des singes aussi. Regardez, là, je fais le pitre. Non, vous ne faites pas le pitre. Vous êtes invité dans une émission Ah oui, culturelle. où on essaie de mettre à portée du plus grand nombre. Non, mais j'aime bien faire le pitre dans mon travail. De toute manière, j'ai envie de jouer avec des choses drôles, grotesques, La preuve, tristes, mélancoliques. C'est tout ça que j'aime. C'est tout ça qui m'intéresse. Gérard Pesson, est-ce que vous avez un objet qui vous prolonge, qui dit ce que vous êtes aussi? Alors, j'ai apporté dans ma poche un petit écho de notre spectacle. Ça ne te paie pas de mine, hein. Quand vous le voyez, je ne sais pas si vous devinez ce que c'est. C'était un petit rondin de bois, Ça y est. légèrement évidé. Et c'est en fait un instrument de musique, vous voyez. C'est un rossignol, en fait. Vous voyez. Vous êtes compositeur. J'utilise, j'utilise ça dans plusieurs de mes partitions. J'en ai utilisé plusieurs, et on peut créer comme ça une sorte de petit buisson de rossignol, rien qu'avec une petite pression du doigt. J'aime beaucoup ça. Et pour vous, Annette Messager? Alors, je vous ai amené deux objets. Il y en a un qui est assez monstrueux. Volumineux? Oui, mais Et enveloppé, apparemment. Il est assez moche, mais il C'est me vrai plaît beaucoup. Dans ton cabas. Il me plaît Montrez-nous. d'abord parce que je revenais de voyage, c'était cet été, je crois même le 13 août. Je suis allée aux Puces avec mon chéri. Et Alors, montrez-nous. alors, je vous montre, c'est Donc vous avez, Sainte-Thérèse. on constate que vous avez un Ségolène. chéri. Si, non, je veux dire. C'est une Sainte-Thérèse de Lisieux et quelqu'un Ah ouais. en a Super. fait une vanité avec la moitié du visage en squelette et elle est enceinte. Donc c'est un objet que je trouve très Ah bah, étrange. vous allez nous laisser un Et peu là, si ouais. quelqu'un a fait cet objet, qu'il m'appelle. C'est un appel. Vous voyez, Donc on veut retrouver le c'est créateur pas- de cet objet. Au plus, je dis, mais d'où vient cet objet? On m'a dit, oh, j'ai fait un débarras en Belgique, c'est un Belge. C'est peut-être une secte belge. Et vous en je sais avez pas, deux, qui- alors vous avez, asseyez-vous. Non, mais c'est vraiment très curieux. on va la laisser là et on va la... Anatomiquement, c'est impossible parce que vous voyez, sa taille est là, donc son ventre. C'est un peu mal foutu. Enfin, bon. Mais à faire, vous savez, ça ne doit pas être simple. Alors l'autre, c'est aussi une référence. On ne s'est pas concerté. Hein. À la Au musique. spectacle, oui, au bateau. Ah, voilà comment on irrite le... C'est-à-dire que j'avais acheté une fête de Dax, c'est Feria, un petit ventilateur. Comment on titille le nez. Hein. Et- Oui, voilà, c'est ça. Titiller le nez. Et ce ventilateur, j'aime bien triturer les choses, les objets, les trucs, ça me donne des idées. Et J'ai ça marche ajouté un post-it et ça fait un peu un bruit de papillon. Et on comprend tout du Et la lumière spectacle. change. Et Et on la com- lumière change et si on met le doigt, ça n'est plus vraiment rond. Et les musiciens en jouent sur les leurs cordes de la instruments, guitare, sur oui, les ou cordes du ou sur. violoncelle. C'est pas le même bruit sur les fesses, sur le. C'est rien, hein, c'est un objet de Francis Sou, mais tellement à deux francs magique. six- Comme Vous avez ça. dit à 2 francs 6 sous, hein, c'est ça? Je me suis sentie visée. Absolument, très concerté. Voilà, Absolument. donc hop, Ah, voilà. post-it s'est envolé. Commentaire sur... alors, vous n'avez pas vu ces 20 minutes qui sont 20 minutes, je disais sidérantes, en tout cas, qui sont 20 minutes fascinantes, plus exactement. Est-ce que l'un ou l'autre veut répondre? Hélène Ben, c'est fondamental, c'est-à-dire que tout ce que dit
tout ce qu'ont dit nos amis, c'est absolument la racine de l'art. Hein, à la fois avec la question du vol, détournement, etc. Parce qu'effectivement, je crois que tout artiste, quel qu'il soit, à quelque art qu'il appartienne, quel que soit son langage artistique, et de fait, un voleur, détourneur, refaiseur, on prend et on rend. Oui, On absolument, enlève le vous avez P raison. et on rend sous une autre forme. Et bon, c'est de l'ordre de la métamorphose, du change. Alors bien sûr que là, ce qui est merveilleux, c'est l'usage du petit et du pauvre, c'est-à-dire la déconstruction de l'opposition entre le pauvre et le riche, le grandiose et le minable. Ça, c'est aussi l'art. C'est tout amené à signifier extraordinairement. Moi, je me suis retrouvée dans tout ce que vous avez dit, hein, ça m'a énormément amusée. Marie Modiano. Oui, moi aussi, je me suis retrouvée comme si on avait besoin d'un point de départ, peu importe en fait ce que c'est, et après de le voler et de le transformer. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est surtout l'idée de la collaboration et voilà, que les arts puissent se rejoindre. Et ça, je pense, pour chaque artiste, c'est quelque chose dont on rêve en fait, de pouvoir collaborer. Enfin, moi, je sais que même si c'est pas de la musique savante comme vous, mais de pouvoir collaborer avec que ce soit des chorégraphes ou des metteurs en scène de théâtre ou au cinéma, et que les arts, en fait, qu'il n'y ait plus de frontières entre les arts. Josué Mendes, est-ce qu'on a ce luxe-là au Pérou d'avoir cette possibilité que les arts se rencontrent, que les arts puissent collaborer? Oui. Et je reprendrai en particulier l'idée de tout mélanger, comme vous avez dit. À l'heure actuelle, au Pérou, on fait beaucoup ça, pas seulement dans l'art, mais aussi dans la cuisine, dans la musique. Le Pérou, en réalité, ce sont comme plusieurs pays ensemble, et donc il y a toutes les traditions amazones, andines, de Lima également. Enfin, il y a beaucoup de mélanges. Et donc, je garderai cette idée-là, ce concept-là, l'idée de mélanger les arts et les cultures. Vous êtes l'un des réalisateurs invités au 17e festival de Biarritz, cinéma et culture d'Amérique latine. Et on disait récemment à Biarritz justement que il y avait la culture, il y avait le cinéma, il y avait la littérature quand il s'agit de parler d'Amérique latine, et puis il y avait l'humour aussi. Et l'autre jour, à l'ONU, la présidente chilienne disait la chose suivante devant un certain nombre de diplomates, etc. Et elle disait, savez-vous pourquoi, Michelle Bachelet disait à ses diplomates, savez-vous pourquoi il n'y a jamais eu de coup d'État aux États-Unis? Et donc les gens un peu stricts, et elle répondait, elle ajoutait, parce qu'il n'y a pas d'ambassade des États-Unis aux États-Unis. Et je trouvais que c'était un beau mot de la part de quelqu'un, d'une présidente dont on dit qu'elle n'a pas tout à fait assez de poigne dans ce continent qui a inventé les républiques bananières. 17e festival de Biarritz, vous êtes un jeune auteur péruvien, jeune auteur réalisateur péruvien, vous avez fait 2 longs métrages. Qu'est-ce que vous avez envie de dire alors que vos films, tels que nous les voyons nous, dans un pays tranquille, où on peut imaginer des dialectiques culturelles, comme on vient de le voir par exemple, avec Besson et Messager, qu'est-ce que ça dit vos films ? Alors c'est le 2e long métrage que je fais qui s'appelle Dieu, Dioses, et il est très différent de mon premier film, Días de Santiago, les jours de Santiago. Dans ce premier film, on parlait davantage des les couches les plus basses, disons, de la société, un petit peu l'image que l'on peut avoir en Europe de l'Amérique latine, cette image de pauvreté, cette image de misère économique. Et alors que dans ce second film, je voulais faire quelque chose de très différent. Non mais alors schématiquement, dans le premier film, vous dites qu'on peut choisir
l'ordre, ou en tout cas on peut choisir de travailler normalement. Comment Dans votre premier film, vous dites qu'on peut choisir de travailler normalement, c'est-à-dire en étant chauffeur de taxi par exemple. Choisir. Mais c'est une ville qui est très hostile, Lima, pour les jeunes en particulier. Et la plupart des chauffeurs de taxi à Lima ont une formation d'ingénieur, de médecin, d'avocat, mais ils ne peuvent pas travailler dans la branche dans laquelle ils ont étudié. Donc c'est vraiment un environnement très hostile, une ville très hostile. Et dans ce deuxième film, on voit un petit peu l'autre visage de Lima, les riches, la haute société de Lima, où tout est en apparence très propre, très joli, très coloré, et pourtant ils se trouvent exactement dans la même situation de sordidité que peuvent connaître n'importe quelle autre classe sociale. Et c'est important de montrer cet autre visage de l'Amérique latine qui n'est peut-être pas très présent dans l'imaginaire européen. D'où vous vient ce besoin d'observer la société que vous mettez en scène? Eh bien, moi j'étais à l'école, un collège anglais à Lima, donc privé, avec beaucoup de mes amis qui faisaient partie de cette haute société de Lima. Et dont je suis sorti de ce collège, j'avais très envie de faire quelque chose un petit peu comme les personnages de mon film, et un petit peu comme les gens que j'avais rencontrés. Je vivais avec une espèce de contradiction en moi. D'un côté, je critiquais beaucoup ce type de gens et leur mode de vie, les relations qu'ils pouvaient avoir avec le personnel en général, le racisme, l'indifférence vis-à-vis des problèmes sociaux. Mais d'un autre côté, j'étais fasciné par leur façon de vivre. Ils avaient leur maison à la plage, les voitures et tout le luxe qu'on peut imaginer. Et de cette contradiction, de ces sentiments contradictoires, on est justement ma volonté de faire ce film. On va regarder un premier extrait de Diocèse qui est donc projeté au 17e Festival de Biarritz, un festival des cultures et du cinéma d'Amérique latine. En fait, votre film, qui est une remarque de spectateur, est un film insupportable, tellement c'est ennuyeux, mais pas de le regarder. Ce qui est ennuyeux, c'est ce que vous montrez, c'est cette bourgeoisie ou cette richesse absolue qui est incapable de vivre. On va regarder un premier extrait avec ce que les pères ont dans la tête pour leurs fils. Donc surtout que ça n'arrive pas chez nous. Trop tard. Extrait. ¿Y tú en qué andas? ¿Recogiste tus horarios, tus libros? ¿Tienes todo ya listo? ¿Cuándo termina la matrícula? Hoy. Tú eres bueno, hijo. Eres muy bueno, carajo. Eras el primero en números, ¿te acuerdas? Sí, papá. Administración. Administración en lo tuyo. Aquí tienes las puertas abiertas. ¿Cuándo te vienes aquí para ir a ver la fábrica? No te preocupes. Hoy arreglas todos tus asuntos de la universidad y mañana te vienes a la reunión que tenemos. Todos van a estar felices de verte. Te compras una corbata, te pones elegante. Aquí va a haber gente que después va a trabajar para ti. Acuérdate de eso. Acuérdate de quién eres. Si, papa. Alors, on pourrait dire que chez nous, ça s'appelle Henri IV, autrement dit les grands lycées, les lycées fabuleux, les grandes écoles, etc. Cagnes-Hippocagne. On en parlera tout à l'heure avec Hélène Tixous, mais quand on voit ce type d'attitude, est-ce que c'est une attitude qui fait partie de la mondialisation? Parce que chez nous, ça existe, hein, c'est plus tu es diplômé, mieux ça marche. Vous êtes péruvien, je rappelle, et je rappelle aussi que le cinéma au Pérou, vous êtes 2, 3 ou 4 cinéastes péruviens, donc c'est difficile. Est-ce qu'il n'y a plus que ça au Pérou aujourd'hui, autrement dit, des très riches et des très pauvres?
Oui, le film présente justement le 0,01% de la population péruvienne, c'est-à-dire la minorité absolue. Et c'est de là aussi que me venait l'envie de faire ce film, parce qu'ils sont parfaitement inaccessibles, totalement hermétiques, et 99% de la population au Pérou ne sait pas comment vit cette minorité. Donc c'était l'occasion de montrer comment ils sont, cette pression qu'exerce le père sur le fils, dans un pays où, selon moi, les gens devraient être davantage libres de choisir, de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire parce qu'ils ont envie de le faire, et pas simplement suivre un ordre établi. Dans vos films, de manière presque à la périphérie, il y a l'idée de l'inceste aussi. C'est-à-dire que dans ce film, ce père qui n'arrive pas à inculquer à ce fils la volonté de reprendre l'entreprise, donc d'être à son tour patron, va finalement l'inculquer à celui qu'il va faire passer pour son fils, qui n'est en fait que son petit-fils, parce que sa fille est enceinte. Bon. Donc il y a à la fois de l'inceste, il y a du détournement de filiation. C'est aussi perverti ou pervers que ça. C'est un ordre effectivement très pervers, totalement clos, et chacun se retrouve avec les gens qu'il connaît, avec le voisin, la cousine, tout le monde est avec tout le monde. Enfin, donc il y a cet ordre effectivement très pervers, très sordide, où personne n'ose véritablement rencontrer et connaître autrui ou quelqu'un de différent. Finalement, tout le monde est fermé, et c'est un cercle fermé. Alors le thème de l'inceste, le thème de la réussite sociale, le thème de la pauvreté sont des thèmes qui sont récurrents dans vos deux films. Et je voudrais qu'on regarde un deuxième extrait qui n'est qu'un rêve, mais qui est la réalité de tout un continent et de toute une manière de fonctionner d'un certain nombre de gens, que ce soit chez nous aussi. C'est la honte de ses origines. Et dans votre film, la honte de ses origines pour une jeune femme qui est, donc Augustine, qu'on a vu, qui est le père, qui imagine, qui donne des leçons à son fils. Augustine a une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que lui. Et Augustine a pris cette femme qui vient d'une autre race, je mets évidemment le mot entre guillemets, et d'une autre ethnie. Voilà comment cette femme n'assume pas ses origines. ¿Qué haces acá? Hola, hijita. Te traje unos tabalitos. Mamá, ¿cómo entraron? Ay, mira, mira. Ay, qué bonito. ¿Cómo supiste dónde era la casa si yo nunca te dije nada, mamá? Preguntando, pues, hijita. Mamá. Mamá, lárgate. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás cagando. Yo te dije que no te metas. Y hemos hablado de esto. ¿Cómo se te ocurre venir así? Traer a mi abuela con esa ropa. Al menos me hubieras avisado para comprarle algo. Ok, entonces, entonces terminen de lavar los platos, cocinan lo que les dejé en el frigider y después pueden ponerse a lavar la ropa que falta. ¿Sí? Mi amor, las señoras han venido a ayudarnos hoy día. ¿Bien? Sí. ¿Vienes? En un ratito. Et on est content, ce n'est qu'un rêve. Surtout ne dites pas que vous êtes ma mère et ma grand-mère. En fait, il fallait qu'on trouve une manière d'exprimer ce rejet, cette honte que l'on peut ressentir vis-à-vis de ses origines. Donc, le cauchemar a été un des recours auxquels nous avons pensé. Mais sans aucun doute, c'est un des sujets qui nous entourent depuis notre naissance. Moi-même, à l'école, j'avais des difficultés à dire que, j'avais des ancêtres andins, parce que ça aurait pu susciter le rejet de mes camarades de classe. Donc, est-ce que vous diriez que c'est une forme de racisme ?
Absolument, absolument, bien sûr, oui, oui, oui. De racisme et une expression d'une incapacité à se reconnaître en tant que Péruvien. Et c'est quelque chose qu'on retrouve partout au Pérou. Les gens de Lima diront toujours qu'ils ont des ancêtres européens, français, allemands, espagnols, alors que l'andin dira toujours qu'il est indien. Et personne n'assume le fait d'être péruvien. Et c'est un des vrais problèmes que connaît la société péruvienne. Il n'y a pas de nation péruvienne en tant que telle. On est content de recevoir des gens venus d'ailleurs dans cette émission. Donc, enfin, les mots qui peuvent résonner en France, c'est Vargas Llosa, grand littérateur péruvien. C'est aussi Alan Garcia qui est l'actuel président. On a eu Fujimori avant, qui est aujourd'hui dans une prison qu'il avait fait construire pour les terroristes Tupamaros. Bon, voilà. Mais question politique. Votre pays aujourd'hui se situe où dans cette grande redistribution américano-latino-américaine de le libéralisme, le Venezuela, etc. Comment est-ce que le Pérou aujourd'hui se sent? Est-ce qu'il est un peu gauchiste ou gauchisant? Moi, je pense qu'il se trouve dans cette tendance des candidats qui sont présentés sous étiquette de gauche, mais qui ensuite, lorsqu'ils gouvernent comme des gens de droite. C'est un petit chez peu... Nous, chez nous, c'est le contraire. C'est le contraire. Oui, ils sont de droite, ils gouvernent à gauche. C'est un peu comme les présidents Lula ou Bachelet elle-même, qui en théorie devraient se montrer beaucoup plus de gauche. Et dans leur campagne, ils l'étaient. Mais une fois qu'ils arrivent au pouvoir, eh bien, ils gouvernent avec les grands pouvoirs économiques, à l'instar de ce que fait donc chez nous Alan Garcia. Vous êtes un jeune cinéaste. Dans votre parcours, très rapidement, il y a Stephen Fries qui vous a appris quelques clés du cinéma, qui vous a aidé à monter vos films, etc. Qu'est-ce que vous retenez de cette collaboration? L'histoire avec Stephen Fries, c'est en fait que j'avais suivi un programme sponsorisé par Rolex, et Rolex rapproche un menteur de son disciple pendant une année. C'est comme ça qu'il l'appelle. Et en fait, la participation de Stephen Fries, elle a eu lieu surtout sur le montage et le scénario du film. C'était une espèce d'atelier ou de cours comme ça accélérés. Et vraiment, ces efforts ont porté principalement sur la clarté du film. Faire un film de manière claire, dire les choses de manière très précise et très claire. Parce que parfois, on peut se disperser quelque peu. Ce que vous ne faites pas vraiment dans votre cinéma, en tout cas ce qu'on a pu en voir dans les deux films qui sont les vôtres. Est-ce qu'il y a un objet avec lequel vous êtes venu? Oui. Mais c'est pas vraiment un objet qui me représente. Mais bon, c'est une espèce de porte-bonheur, de talisman. C'est un billet. Ces billets, ils ne les ont fait qu'en 76, qu'en 1976. Et moi, je suis de 76. Donc, ce billet a mon âge. C'est quand même l'Amérique. C'est pour ça que je le garde. C'est quand même l'Amérique, hein. Commentaire, Annette Messager, sur... Du billet? Non, pas du billet, sur... Il a parlé une demi-heure avant, quand même. Oui, ça donne envie de voir le film, parce que ça a l'air, il est vraiment plein dans son histoire, et en même temps très ouvert, donc j'irai, parce que je ne suis jamais allée au Pérou. Je ne connais pas. Hélène Fixus? Non, mais je me disais que, effectivement, je pense que ça doit être un film sur une sorte des 10 000 racismes qui grouillent sur la Terre. Et donc, ce racisme-là, il est effectivement très effrayant et très intéressant parce qu'il est partie lié avec quelque chose que nous connaissons autrement, c'est-à-dire le phénomène de la colonisation.
on a l'impression qu'il y a une malédiction initiale qui est de toute façon fondatrice de tous les pays du monde, hein, puisque tous les pays sont issus de colonisation. Et que là, on le voit sur le vif. Moi, ce qui m'a frappé dans les petites séquences qu'on a vues, c'était le travail théâtral, c'est-à-dire le fait que le fond de l'image est fictif, qu'il a une sorte de rigidité sur... Alors, pour revenir justement au thème de la marionnette, devant cette espèce comme ça de décor presque de carton-pâte, qui est le décor de la richesse, on voit des petits personnages se débattre. J'ai trouvé ça assez inquiétant à voir. Mais évidemment, c'est tellement... ça dure 1h30, hein. Oui, justement. Effectivement, on se dit qu'il faut en voir beaucoup plus aussi pour suivre le destin de ces personnages terrifiants qui sont dans la machine de la reproduction. Une question, José Mendes, avant qu'on écoute un moment de musique. Est-ce que vous avez un distributeur en France? Alors, faire du cinéma au Pérou, on imagine, il n'y a même pas à le dire, c'est l'impossibilité totale, mais est-ce que des manifestations comme le Festival de Biarritz, par exemple, vous aident à trouver, alors, des distributeurs en France, peut-être, mais est-ce que vous avez déjà des contacts et est-ce que ça fonctionne? Oui, pour mon premier film a été distribué en France et mon second film est une coproduction avec la France. Donc oui, bien sûr, il y a des contacts et l'idée c'est qu'un événement comme le Festival de Biarritz puisse faciliter ma distribution ici, bien entendu. Ouais. Festival de Biarritz, il y a aussi de la musique, enfin, il y a de la culture, il y a de la littérature, il y a notamment Los Alamos. Là, on est en Argentine, c'est pas très loin d'où nous étions il y a une seconde. C'est du rock and roll national, argentino. Bon, on va vous entendre. Vous êtes 6 dans le groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je sais compter. Et on vous écoute dans un de vos titres qui est Cola de Cascabel, queue de serpent, messieurs. A veces lo presiento, que todo puede cambiar de un minuto a otro. Desenfunda así, bang bang. Lo presiento, que ya no quieres hablar, y espero en las afueras que el viento corte mi piel.
Pedro Lopez, voix et guitare acoustique, et Ezequiel Safatlé qui est à la guitare électrique et qui est, vous tous les deux messieurs, vous êtes les créateurs de ce groupe. Merci à vous. Hélène Cixous, j'ai un problème. Je suis désolé de vous le confier. Non, mais je pourrais m'allonger, mais non, c'est pas ce que je veux dire. Parce que initialement, j'avais trouvé une phrase magnifique qui est de vous dans une interview au magazine littéraire où vous faites le grand entretien. Et vous disiez que l'important pour vous, c'était de tomber sur une phrase neutre. Donc on parle de littérature et de ce qu'apporte la langue et la littérature. Et puis en même temps, dans cette émission, je vous voyais prendre des notes. Et je crois qu'en 10 ans d'émission, en 10 ans des mots de minuit, c'est la première fois que quelqu'un vient avec un bloc-notes où il écrit des notes. Donc je ne sais pas ce qui est accessoire et ce qui est essentiel, mais je pense que les deux sont essentiels. Donc il y a cette phrase neutre. Et puis il y a la nécessité de prendre, de prendre, en tout cas de savoir, je ne sais pas, mais dites-moi les deux. Alors d'abord, il y a une coquille initiale, parce que je ne pense pas avoir parlé d'une phrase neutre, mais probablement d'une phrase neuve. Neuve. Mais ça fait partie, oui, ça fait partie de ce qui arrive dans l'écriture. Parce qu'on écrit aussi en étant plus, on est plusieurs à écrire, hein. Je veux dire, lorsqu'on écrit, comme lorsqu'on crée, on est nombreux. Et il y a aussi quelqu'un à l'intérieur du sujet qui écrit ou qui compose, qui fait des lapsus, qui peut produire des jeux aussi. Et l'ensemble, puisqu'on est un orchestre, quand on a cette pratique, probablement le chef d'orchestre ou quelqu'un sur le côté ou le scribe enregistre justement ce petit dérapage et le réinscrit dans le travail général du texte. On va jouer la vérité. Mais la vérité, alors puisque vous n'avez jamais vu quelqu'un avec du papier... Non, mais la vérité, c'est la mienne aussi. Et effectivement... Ah, c'est neuve. C'est neuve. Ben, voyez, voilà. Et j'ai fait la correction, je vous dis neutre parce que j'avais noté neutre, que j'ai barré et que j'ai mis neuve à la place. Mais c'est très bien. Alors donc c'est vous qui avez fait la correction. Je préfère que vous l'ayez fait vous. C'est ma responsabilité. Voilà. Mais ce qui est bien aussi, c'est que finalement, j'aurais pu me dire, oui, j'ai écrit cette phrase. Et je me dirais, qu'est-ce que j'ai voulu dire en disant une phrase neutre? Quelle élégance. Oui, bon. Alors, quant au papier, je l'avoue, voilà, je ne vais pas le cacher, parce que je suis un être à papier. Je ne suis pas, même si j'ai des fonctions aussi de diseuse, parce que j'enseigne et j'ai souvent des rapports à un certain public, mais ce n'est jamais sans papier, parce que je crois que le fond de mon être est tapissé de papier, de mots qui passent. Vous ramassez des objets dans la rue, et moi, et je le comprends parfaitement parce que aussi, mon pillage, si vous voulez, c'est un pillage qui est en rapport avec le mot qui passe, la phrase, la tournure, tout à l'heure, enfin, dans tout ce que vous avez dit, par exemple, moi j'étais en écoute de la phrase derrière la phrase, de la phrase qui se joue d'elle-même. Et je reconnais aussi que c'est une prothèse, dire que je ne suis pas bien sans papier. Je m'accompagne, voilà ma canne, voilà, ma mère a une canne et moi j'ai ça comme canne. Et vous écrivez sur votre mère. Tout à l'heure en vous présentant, je disais professeur, vous avez créé Paris 8, hein, c'est ça? Paris 8, donc vous avez un rapport fondamental à la psychanalyse dans l'écriture. Je disais dramaturge, je disais philosophe, je disais critique littéraire, vous faites du théâtre. Ariane Mouchkine a mis en scène vos spectacles. Qu'est-ce qui manque dans la carte d'identité d'Hélène Cixous? Puisque vous avez cet entretien dans le magazine, la seule chose que vous n'ayez pas énoncée et qui au fond met vraiment peut-être l'intime le plus secret, c'est rêveuse, je suis rêveuse. Voilà. Si je devais avouer quelque chose, c'est-à-dire une façon d'être, alors ça serait plutôt de ce côté-là.
le rêve. Philosophe, vous savez, je ne le suis pas institutionnellement. On dit toujours que je le suis, et je sais qu'on le dit par... Non, parce que vous parlez bien. Mais parce que j'appartiens au monde de la poésie pensante, pour dire les choses rapidement. Le monde de la poésie pensante. Voilà, oui. Bon, mais alors À on part dit... Nicolas Sarkozy, il y a Hélène Sixous, c'est ça? La poésie pensante. Bon, ne me lancez pas sur ce territoire dangereux, parce que... Bon. Mais vous savez, Sarkozy, je l'écoute aussi. Non, mais Et- revenons à la et poésie, si vous voulez bien. J'écoute justement aussi sa langue, chacun ayant ses langues. Hein, et les siennes sont très particulières. Est-ce que je peux éviter de dire c'est-à-dire? C'est-à-dire Tbilissi, par exemple, c'est-à-dire impossibilité de dire Tbilissi. Bon, en passant. Hein. Alors on pourrait en faire ce qu'en font beaucoup de gens, hein, soit de la politique sur un mode mondial, hein, soit effectivement du spectacle de Guignol. Enfin, ça se passe entre les deux, ce qui est un phénomène tout à fait extraordinaire. Alors, moi, c'est pas du tout mon espace. Mon espace, c'est celui, mon espace intérieur, c'est le rêve. C'est À cette réserve près, Hélène Sixous, pardonnez-moi, mais à cette réserve près que le rêve est dans la langue et dans l'écriture. Tout à fait. Donc, il n'est pas... Le rêve parle. Oui, mais alors là, il y a bien un problème, parce que le rêve, c'est plutôt quelque chose qui est... Enfin, c'est cette chose qui est de l'ordre du sommeil. Or, vous, votre rêve est éveillé, puisque votre rêve, puisque vous refusez, enfin, un peu rapidement, hein, mais vous refusez cette notion de roman, quand il n'est pas balzacien, ou en tout cas qu'il n'a pas cette forme-là. Donc, et pourquoi est-ce que votre rêve, enfin, votre écriture, c'est votre rêve plutôt? Si vous permettez, à propos de roman, puisque c'est une question très importante pour nous tous, j'aime le roman. Ah non, mais je ne dis pas que vous ne l'aimez pas, mais je dis que je veux dire vous n'êtes pas romancière. Je ne vous ai pas cité comme romancière. Parce que nous sommes dans un temps où, par exemple, Annette Messager ne fait pas des tableaux, des portraits, etc., puisqu'on se déplace. Et à ce moment-là, en appartenant à une certaine temporalité, nécessairement, un mouvement gagne le fond même de la littérature, qui est l'écriture. Autrefois, on déversait l'écriture dans le moule du roman. C'est quelque chose qui, maintenant, nous a depuis longtemps quittés, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle. Mais ça ne veut pas dire que le grand roman n'a pas, bien au contraire, sa nécessité actuelle. Il reste contemporain. Vous le refusez pour vous, parce que vous dites, vous êtes plutôt, mais c'est pas non plus du fragment, mais vous dites, le roman, il est incarné, que ce soit Proust, etc. Mais vous n'êtes pas dans cette chose-là. Pas dans ce genre. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas, à l'intérieur de ce que je fais, enfin dans la région que je cultive, il y a tous les genres, en fait. Il y a aussi des petits fragments de romans. Il y a des micro-moments qui relèveraient du récit. Mais par définition, ce que je produis excède tout genre, tous les genres. À la fois les importe et les redistribue. Je vous cite Hélène Sixous, Sigu, vieille femme en fleurs, Galilée, Sigu, évidemment un rapport avec Socrate, mais dans lequel il serait un peu compliqué peut-être d'entrer ici. Avec cet extrait par exemple. Arrête cette plumerie, dit ma mère. Plumerie vit, plumerie est en italique. Plumerie vit. Ce tortille me fait rire, encore. Plus tard, je me demanderai le mot, je verrai la scène, la table, la toile cirée, la dernière trouvaille de ma mère, je l'aurai oublié. Il y a une faille dans l'arche par où entrent les vers qui nous rongent la vie de notre vivant. Je calfeutre. J'habite au bord de l'abîme avec ma mère, vie ravinée, ravivée à la peur. Je suis à la première personne du singulier, ma mère aussi de son côté. Pourquoi cette... Alors, pourquoi cette douleur? Cette douleur à dire et cette douleur de dire? Pour calfeutrer, je pense que le mot est signifiant. Mais... Voilà. Parce que je vis avec la vie et la mort mélangées à table. C'est-à-dire que ma mère a 98 ans
elle est la championne du monde de la vitalité, du don. C'est la vie même. Moi, je la suis et je dessine son ombre tant bien que mal, au stylo. J'écris d'ailleurs toujours manuellement. Et je la copie. J'essaye aussi de calmer ma terreur, qui est une compagne permanente. J'ai peur parce que je sais que nous nous approchons justement de l'abîme. Et ça, c'est malheureusement, la mortalité est quelque chose d'indéniable. Est-ce que ça peut vouloir dire, pardonnez-moi, mais c'est cette impression que j'ai quand je lis votre livre, est-ce que votre mère prend trop de place par rapport à celle que vous pourriez occuper? Oh, vous savez, nous sommes, je crois, les êtres humains sont infiniment extensibles. Je crois que personne ne prend jamais trop de place, à moins qu'on ait besoin d'être envahi, possédé, etc. Pas du tout, non. Ma mère est un principe de vie. Il se trouve qu'elle a été douée par les dieux de quelque chose qui pour moi reste le mystère absolu. Et le mystère absolu, c'est ce que j'appelle moi vivre sans Venise. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de littérature. Elle n'a pas besoin de toutes les prothèses dont moi j'ai besoin pour survivre. Elle vit, moi je survis. Voilà. Et donc je la regarde en me disant, je voudrais imiter ma mère. Ça m'est évidemment totalement interdit. C'est un plaisir de vous recevoir. Je voudrais qu'on vous reçoive encore avec la complicité de Pierre Dumaillet. C'était le 7 juin 1967. L'émission s'appelait Lecture pour tous. Et vous parlez de Dieu et de cet endroit qui est un endroit de l'intérieur où Dieu peut être une conversation avec soi-même. Je ne cherche pas Dieu, on cherche l'autre, un autre être, quelqu'un de simple, qui peut être n'importe qui. Et si on trouvait un autre, ce serait parfait. Bon, si on ne trouve pas un autre, alors on est seul. On a deux solutions, ou bien on est seul avec soi-même, et à ce moment-là, ou bien on disparaît dans cette solitude, parce que l'être absolument seul n'a aucune preuve de son existence, ou alors on se parle. On se tient à une espèce de discours intérieur que tout le monde se tient plus ou moins, et d'une façon plus ou moins articulée. Bon, à partir du moment où on se parle, on s'imagine donc, non pas être deux, mais on crée une dualité intérieure. Cette espèce de distance intérieure, qui est un acte de foi suprême en l'existence de soi-même, on pourrait appeler cela Dieu. Est-ce que Dieu pourrait être votre mère ? En tout cas, c'est une déesse. Dieu, c'est un mot, justement, voilà. C'est un mot de minuit. Que ferions-nous, d'ailleurs, sans le mot Dieu et sans tous les autres noms de Dieu, puisque, comme vous le savez, Dieu a tendance à changer de nom selon la langue. Personne au monde ne peut se passer du mot Dieu. Ensuite, c'est déjà le commencement de Dieu, hein, le fait qu'il y ait le mot Dieu. En plus, en français, on a de la chance parce qu'on peut jouer avec Dieu. Dieu, combien Dieu as-tu? Combien de dieux? Bon, après, ça touche évidemment au problème de la foi. Hein. Ah oui, moi j'en ai beaucoup plus que ça même, pour vous dire les choses. Vous n'imaginez pas le nombre de dieux que j'ai. Mais voilà, c'est aussi le nom propre de quelque chose qui n'a aucun nom et qui est la foi. Écoutez comme vous parlez de votre mère, hein. Car comme une femme s'arrange au-delà de l'imaginable pour resplendir au regard de son amant, trouvant le moyen d'effacer des rides, de chasser des plis, et cela sans l'usage de cosmétiques, mais par le merveilleux travail de l'amour, ma mère s'arrange pour moi afin de lisser, au moins pour quelques instants, la peau de sa poitrine dont j'ai cru qu'elle était épargnée jusqu'à ce matin, où je la surprends et je découvre le gaufrage, le ravinement zébré de sanguinolence qu'elle réussit par je ne sais quelle inspiration du buste à escamoter à ma présence. Avant, italique, dit ma mère, il y a dans ces deux syllabes accentuées quelque chose de doux et d'allemand. Avant, en italique, a dû commencer à vaciller dans les proches pensées de ma mère au début du mois de janvier 2007. Voilà comment vous écrivez votre mère. Alors là, il y a votre histoire. Hein, il y a l'Algérie, il y a l'origine juive. Dans votre histoire, il y a également Derrida,
Jacques Derrida. Qu'est-ce que c'est que cette dialectique, comme on l'a vu avec Messager et Pesson tout à l'heure, dialectique avec Derrida, ça recouvre quoi? C'est un bonheur du mot ou c'est un bonheur de la possibilité de dire? Ces choses ensemble et beaucoup d'autres. C'est une rencontre qui a été déterminante, que moi j'appelais jadis une sorte de miracle, parce que voilà, c'était mon vocabulaire mystique, si je peux dire. Mais lui, non. Lui considérait que c'était quelque chose qui, au contraire, était programmé. Et que c'était une rencontre qui ne pouvait pas ne pas avoir lieu, étant donné les déterminations de la scène dans laquelle le temps, l'espace, etc., dans laquelle nous circulions et le moment où nous nous sommes rencontrés, parce que la chance a fait que je l'ai rencontré à l'aube de l'écriture, de la mienne, et au commencement de la sienne. C'est ce que moi j'appelle le miracle, c'est-à-dire la coïncidence dans le temps. Par ailleurs, nous partagions un grand nombre de déterminations, mais qui n'ont pas joué lorsque la rencontre initiale a eu lieu. C'est-à-dire, ces déterminations, c'était des questions d'origine, qui étaient des forces, politiquement par exemple. Le fait que nous ayons tous les deux une naissance en Algérie, que nous étions tous les deux juifs, quoique lui, totalement séfarade, moi moitié séfarade, moitié ashkénaze, puisque ma mère est d'origine allemande. Le fait que politiquement nous avions des approches communes de scènes qui étaient de grande violence à l'époque, puisque c'était l'époque des grandes guerres de décolonisation, etc. Bon, tout cela qui était juste derrière nous ne nous a pas motivés. Ce qui nous motivait à ce moment-là, c'était la langue. C'était le fait que nous étions en train, chacun de notre côté, lui en philosophie et moi en littérature, de nous lancer à l'assaut d'Himalaya, d'univers chatoyants et dont nous étions les étrangers, puisque l'un et l'autre avions un très fort sentiment d'étrangeté par rapport aux Français. Et en même temps que nous avions envie, justement, mais une envie égale à la vie, une envie de faire de cette langue le quasiment tout, le presque tout du destin. Lui on a écrit, par exemple, dans Le monolinguisme de l'autre, un livre magnifique sur son rapport à la langue française, où il affirme, c'est son affaire, parce que je ne le contredirai pas, qu'il est monolingue. Et qu'en même temps, cette langue, le français, ce n'est pas la sienne. Ce qui n'est pas votre cas. C'est pas du tout mon cas. Systématiquement, vous allez rechercher l'origine des langues, vous allez vous plonger dans les dictionnaires pour retrouver... Je suis d'origine plurilingue, ce qui est déjà quelque chose, puisque les langues maternelles se sont mélangées chez moi. Et puis, je suis une joueuse de langue. Mais c'est ce qui nous a conduits l'un et l'autre sur des chemins qui se côtoyaient, qui étaient mitoyens. Sigu, Vieilles femmes en fleurs, chez Galilée, tombe, réédition au Seuil. L'écureuil a toujours été là. Toute mon œuvre a été présignée par l'écureuil de Washington Square, en italique. L'écureuil vient du fin fond de ma mémoire, déjà quand j'avais 5 ans, et avant ce déjà, avant ma mémoire, toujours l'avant, le déjà, etc. Et l'écureuil, on a l'impression d'être chez Plantu avec la petite souris qui se promène de dessin en dessin, ou dans les dingos dossiers. Pourquoi est-ce que l'écureuil a toujours été là? Alors, pour terminer sur une note un peu animale. Ah oui, d'abord, je pense que je ne suis pas sans animal. Des poissons, je fréquente pas tellement les poissons parce que je n'ai pas de langage commun. Les chats et tous les... Important les chats. À la limite, tous les animaux à voix, tous les animaux avec lesquels on peut parler. Et il y en a, tous ne parlent pas. Et vous parlez avec des écureuils? Bien sûr, évidemment. Ah bon? Mais les écureuils parlent, chantent, dansent, mais ils ont des modes aussi qui sont très différents des nôtres. Par exemple, l'écureuil, comme vous le savez, n'a pas le même rapport au haut et au bas que nous. C'est-à-dire qu'il monte et il descend comme si justement il était à l'horizontale. Il déconstruit complètement la verticale. C'est magnifique à voir.
Attendez, vous me dites, vous parlez avec des animaux, etc. Il y a des écureuils dans votre jardin? Oui, il y a plein d'écureuils dans mon jardin. Et vous leur parlez? Bien sûr. Bon. Mais eux aussi me parlent. Enfin, c'est-à-dire, je réponds. Hein. Enfin, c'est comme ça. Enfin, vous pensez qu'ils vous parlent, en tout cas? Mais à vous aussi, ils vous parlent. Pour peu que vous ayez l'oreille. Ah non, on n'a pas le même jardin. Enfin, en tout cas, oui. C'est beau vous ce que savez, vous dites. Il n'y a pas que les animaux qui parlent. Mais il est vrai que les animaux ont leur parole. Mais moi, je suis très animiste et donc je pense qu'une chaise peut me raconter aussi une histoire, à condition que je l'écoute avec l'organe qui convient. Vous parlez de chaise. Est-ce qu'il y a un objet que vous avez apporté avec vous? Oui, j'ai apporté. À vrai dire, j'étais, je dois vous dire, troublée, parce que je ne savais pas. Je me suis dit, je peux quand même pas amener ma mère, qui est l'objet principal. Mais j'y ai pensé. Ceci dit, elle est trop fatiguée, donc je n'aurais pas pu le faire. Alors, j'ai pris d'abord l'objet le plus simple, mais pour moi le plus bouleversant, c'est la montre de mon père, qui, en fait, dormait dans un tiroir. Elle a été portée, après la mort de mon père, qui est mort très jeune, elle a été portée par ma grand-mère maternelle, donc la belle-mère de mon père, allemande, et qui était toute petite, et je voyais cette grosse montre de mon père sur le petit poignet de ma grand-mère. Puis quand ma grand-mère a disparu, j'ai mis la montre dans un tiroir, jusqu'au jour où, comme dans un conte de fées, je me suis dit, mais pourquoi l'ai-je mise dans un tiroir alors qu'elle est vivante? Elle dormait. Donc, c'est une montre à remontoir. Je l'ai remontée. Le mot de remontoir m'intéresse aussi beaucoup. Et depuis, en plus, elle parle. Elle aussi? Tout à fait. Elle parle, elle court, elle est très animée. Mais ce n'est pas que ça, parce que j'ai amené quelque chose en me disant que c'était une folie, mais ça fait rien. Alors, voilà. Ça, il faut imaginer... Un écureuil. Il faut imaginer... Ah oui, il n'est pas vivant, mais il est formidable. Non, mais il faut imaginer Washington Square, et le premier de mes écureuils déchirants, parce qu'il était comme ça. C'est-à-dire que j'étais dans Washington Square, et j'aimais un poète qui allait mourir. Et ça, c'est de la fiction. Hein. Et j'ai vu ça. Et j'ai considéré ça comme un signe. Donc je suis restée pétrifiée d'angoisse, de terreur, avec le sentiment de voir la mort. Et tout d'un coup, hop, l'écureuil est sorti. Et voilà, c'est lui. C'est lui, Redivivus, voilà, revenant. Ça, c'est un écureuil américain. Un vrai écureuil américain. Avec, oui, voilà, vous le reconnaissez. Oui, oui. Hein, voilà, ils sont pas du tout. Comment ça, vous le reconnaissez? Non, mais enfin, parce que lui ou son semblable. Voilà, voilà. Ah oui. Quand on a vu, on sait ce que c'est qu'un écureuil américain. C'est lui, c'est donc son frère. Voilà, exactement. Wow. Mais c'est mon écureuil. Et je rejoins ce qui se disait un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, au fond, c'est une machine et c'est un animal. On ne sait pas s'ils sont vivants ou morts. En fait, moi, si je dis qu'ils sont vivants, s'ils me sont vivants, ils le sont. Hein. Et ils vous parlent? Et je leur parle. Commentaire sur... vous connaissez l'écureuil, vous parlez aux écureuils, vous? Non, mais par exemple, je suis très sensible à ce que dit Hélène Sixus sur le fait qu'on peut parler à une chaise ou l'écouter, mais on peut la faire parler aussi. Et dans ce travail de rêve dont vous parliez, je suis très sensible à ça. Vous dites que c'est une grande part de votre activité et je crois qu'on peut être rêveur à plein temps. C'est la chose qui fabrique la langue, qui fabrique le son. Et par rapport aux objets, enfin, il se trouve que dans mon travail, ce rêve s'applique justement à se dire mais comment faire parler ou faire chanter telle chose qui habituellement serait immobile ou silencieuse. C'est-à-dire c'est à nous, c'est à notre imagination et à notre volonté, peut-être à notre foi, qu'il appartient de réenchanter des objets qu'on laisse parfois silencieux. Marie Modiano, vous... Ouais, ça me fait penser au conte d'Anderson, où justement parfois il y a des objets qui prennent vie et Anderson leur fait dire des choses. Et moi, c'est quelque chose qui me fascine, que ce soit chez les animaux ou même des... Vous parlez à qui, vous? Aux écureuils, À tout. Aux poissons, aux arbres, aux sapins? Non, mais personne ne m'a jamais répondu. Donc, voilà.
moi je leur parle aux arbres, aux écureuils, mais j'ai pas eu de peut-être. Mais il faut du temps. Il faut du temps. Oui, non, mais vraiment, il faut du temps, bien sûr. D'abord pour apprendre la langue et aussi pour que se produise un peu d'histoire, quelque chose qu'on partage, une mémoire. Dans Sigu, je raconte, voilà, vous voyez, je fais comme s'il y avait du récit, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais je mets en scène la vie et la mort d'une chaise que je finis par appeler raffia, parce qu'elle finit par qui est une chaise en raffia, mais dont l'histoire traverse tout le XXe siècle. Et raffia devient cet objet auquel vous parlez, vous changez de... Raffia meurt. Et raffia meurt. De vieillesse. Elle. Parlons des écureuils. Parlons des écureuils et parlons de la manière dont vous faites la musique et réglons deux choses en même temps, on n'en parlera plus après. Est-ce que le fait de chanter en anglais règle une question avec la paternité ou la filiation? Je pense pas, en fait. Pourquoi est-ce que vous chantez en anglais? Quand j'ai commencé à écrire des chansons, j'habitais en Angleterre et pour moi la langue anglaise s'est imposée de manière spontanée et naturelle par rapport à la musique que je faisais. Et au-delà de ça, j'ai l'impression que ça me donnait une liberté pour... parfois, comme si le style était simplifié et parfois on a certains automatismes dans sa langue maternelle dont on doit se... Pour moi, j'avais la sensation que je devais m'en débarrasser pour arriver à ce que les textes fassent corps avec la musique que je voulais faire. Et ça, c'est en Angleterre. Donc, Ça, c'est en Angleterre. Et après, en fait, c'est vraiment la musique qui a appelé la langue. Donc, dans votre parcours, il y a du théâtre, il y a du cinéma. On peut citer Bondy, Assayas, Séverac, par exemple, hein, dans le cinéma. La chanson est le lieu, et le lieu d'expression, forcément. Bon, moi, oui. Enfin, le cinéma, c'était très... À part anecdotique, enfin, pas anecdotique, plutôt mais... le théâtre, j'ai commencé par faire du théâtre. Et c'était justement avec Luc Bondy, et j'avais eu un petit rôle dans sa pièce. Ça a duré presque 2 ans, et je me suis rendu compte que ce qui peut-être me plaisait le plus ou me rendait le plus heureux, c'était justement cette sorte de voyage. On a tourné en Europe, partout, on a été au Japon. Et c'était plutôt la tournée et tout l'aspect romanesque qu'il y avait à se retrouver dans des théâtres dans chaque ville que je ne connaissais pas, qui m'intéressait. Et après, j'ai commencé à écrire des textes et à composer les chansons. Et pour moi, j'avais trouvé quelque chose de complet. À la fois, quand on écrit, c'est assez solitaire comme exercice. Et puis après, on enregistre avec les musiciens en studio. Et puis après, il y a la scène. Donc, quelque chose de complet. Quels sont vos repères musicaux? C'est toujours, quand on parle d'influence musicale, c'est toujours dur, j'ai l'impression, pour soi-même de dire ce qui vous a influencé le plus. Moi, j'ai toujours été sensible à beaucoup de styles de musique différents, que ce soit de la musique classique ou du jazz ou de la pop, parmi les artistes que j'ai le plus. Je vous propose d'écouter Karen Dalton, par exemple. Oui. Hein, 70, elle chante le blues, et elle est d'abord à New York et ensuite elle va faire gratter ailleurs, et c'est plutôt dans le Colorado. Écoutez ce qu'était Karen Dalton, enfin ce qu'elle est, parce qu'elle est présente sur ce plateau ce soir en tout cas. If I should leave you, try to remember all the good times, long days filled with sunshine, and just a little bit of rain. If I should look back, I remember all the good times, long days filled with sunshine,
and just a little bit of rain, just a little bit of rain. Une émission qui s'appelait l'affiche du monde, c'était du temps de l'ORTF, mais on n'en est plus forcément très loin, du temps de l'ORTF, veux-je dire. Pourquoi Karen Dalton est une voix, une sonorité, un banjo qui... Un banjo, une voix, et puis on sent... Enfin, je pense que tout le monde peut sentir, après, peu importe si on comprend les paroles. Ouais, elle est morte en 93, hein. Ouais. Justement, il y a très peu de... Elle a été complètement... inconnue de son vivant. Je crois qu'elle a fait que 2 albums et maintenant il y a eu plusieurs personnes qui l'ont redécouvert et enfin les gens peuvent la découvrir, mais il y a quelque chose de poignant comme ça fait penser à Billie Holiday où il y a quelque chose de poignant tout de suite dans sa voix et moi ça me touche. Est-ce que vous êtes une lectrice? Est-ce que vous lisez des livres? Oui. Et quel genre? Et est-ce que ça a à voir? Est-ce que ça vous inspire ou pas? Je lis beaucoup de romans. Donc... Pas science-fiction, parce que ce ne sont pas des romans. Hein. Principalement des romans, je dois quand même avouer, et de la poésie. La poésie? Mais, comme tout le monde, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup lu de romans. Alors... Deuxième, dans vos repères musicaux, on a choisi Chet Baker, hein, en 81, Festival du Jazz de Paris. Alors, pour le coup, il est accompagné par René Urtréger au piano, Aldo Romano à la batterie et Pierre Michelot à la basse. Chet Baker, lui, est mort en 88. Extrait. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hold last like a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Chet Baker aussi, référence? J'ai beaucoup écouté, mais entre Karen Dalton et Chet Baker, c'est vrai que c'est des artistes qui ont eu des vies assez... Je sais pas ce que vous... assez, justement, on sent... C'est lourd. Assez chargé, mais forcément, du coup, quand on le sent tout de suite, la voix, j'ai l'impression, ne trompe pas, en fait. Et que ce soit Karen Dalton ou Chet Baker... On comprend peut-être pourquoi vous chantez en anglais? Oui, mais il y a des chanteurs français qui sont tout aussi bouleversants que... Par exemple? Il y en a beaucoup, que ce soit... beaucoup, Edith Piaf, tous les chanteurs... Edith Piaf... oui, mais même encore maintenant, Catherine, de mon âge, peut-être je connais pas très bien, mais il y en a beaucoup. Ou une chanteuse, pour moi, Catherine Ringer, elle est française et elle a tout autant d'émotions. C'est étrange, parce que dans votre parcours, il y a aussi Tristan Elgolf, suicidé à 33 ans, une balle dans la tête. Là aussi, il y a un rapport à la... on a l'impression que chez vous, il y a un rapport à la difficulté, quoi. Non, mais tout ça, c'est des hasards. Après, on rencontre les gens et c'est plutôt assez lumineux. Moi, quand j'ai rencontré Tristan Elgolf, c'était plutôt quelque chose un peu comme dans un conte de fées, sur le pont des Arts. Après, on a vécu ensemble. Lui, moi, j'étais très jeune, j'avais 16 ans, donc on a vécu ensemble. Puis après, c'est les hasards de la vie qui font que parfois, les choses ont une fin un peu tragique. Dramatique. Ouais. Mais dans ce dernier album, justement, j'ai l'impression que j'ai réussi à... Comment dire? À arrondir. À arrondir les angles, peut-être, mais qu'en fin de compte, on peut parler de soi et prendre des détours pour parler de soi. Et
Et qu'on peut mêler des moments comme la première chanson qu'on a jouée, qui était assez légère, des moments de légèreté à des moments plus profonds et que peut-être l'ensemble en devient encore plus saisissant. Enfin, j'espère, mais et que voilà. Est-ce que vous avez un objet avec vous? Alors. Ah, il est planqué sous la chaise, dis donc. Donc, en fait, moi, ça fait un peu, comment dire, gardienne de prison, mais j'ai l'habitude de garder toutes les clés. Il y a Lego qui fait un jeu pour les gardiens de prison, enfin, ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. De garder toutes les clés des endroits où j'ai pu me trouver, où j'ai habité. Donc il y a des endroits bizarres comme des clés de... Vous déménagez souvent quand même, hein? Non, mais c'est même parfois c'est pas des... sur vous tout le temps quand même. Si. À chaque fois que tout le monde se moque de moi, c'est pour ça qu'elle avait mis à terre parce que c'est tellement lourd. Donc il y a des chambres d'université à Pékin. Enfin, c'est pas forcément des endroits où j'ai habité, mais des clés que je vole en fait et que je garde comme si je me disais tiens un jour j'y retournerai et je pourrais peut-être ouvrir le passé. Et vous vous imaginez dans 40 ans? Ça risque d'être un peu lourd. Voilà. Commentaire, qu'avez-vous entendu de la jeune chanson française English version? En fait, je ne connais pas bien la musique contemporaine française, mais le talent musical est sans aucun doute ce que j'admire le plus au monde. Donc, je vous souhaite toute une bonne chance, quoi. Bravo. Moi, j'aurais cité Christophe, hein, comme référence à la chanson française. J'aurais tout de suite cité Christophe, que j'aime beaucoup. Mais non, pour en revenir, parce qu'il y a beaucoup au sujet de votre mère et beaucoup de questions de votre mère et des rêves et des cauchemars. Ma mère m'a dit une fois une chose terrible qui peut-être pourrait être dans votre film aussi. Elle me dit, mon père était mort il y a quelque temps. Elle me dit, je viens de faire un rêve terrible. Enfin, plutôt un cauchemar. Ah bon? Ah oui, j'ai rêvé que ton père était vivant. J'ai trouvé ça d'une dureté, je crois que je ne lui ai jamais pardonné de m'avoir dit ça. Qu'elle l'a presque dit en l'air, comme ça, que je suis restée avec ça tout le temps. En même temps, elle a dit que c'était un rêve. Elle n'a pas dit que c'était un cauchemar. Elle a dit aussi un rêve. Oh non, plutôt un cauchemar. Ouais. Mais... Et c'était assez drôle, votre histoire de neutre et neuf. Parce que peut-être pour être neuf, il faut avoir un temps de neutralité très grand. Il faut un degré zéro. Ouais. Une sorte de vide pour que les choses viennent. Oublier tout ce qu'il y a autour de vous, s'oublier soi-même, être complètement vide, complètement neutre, complètement idiot, devenir idiot, pour que ça rentre à nouveau. Ça. Et je trouvais vraiment étrange ce jeu-là entre vous de neuf et neutre. Mais vous savez, je pense que vous avez raison. Je crois qu'il faut être réceptacle pour que quelque chose arrive. Et donc, il faut que ce soit vide. Et au théâtre, on le sait, il faut vraiment le désert. Mais ce désert, il n'a pas besoin d'être réaliste. Je veux dire qu'on n'a pas besoin d'éliminer le monde autour de soi parce que c'est un état intérieur. On peut se faire désert, on peut s'abandonner au désert. Évidemment, il faut une solitude, il faut un retrait. Oui, si vous avez le téléphone qui sonne, si vous avez... franchement, le téléphone, on peut le faire taire. Oui. Le noyer. Oui. Marie, je vais vous demander de rejoindre vos musiciens pour un deuxième titre. Et puis, j'avais une question à poser, la dernière à Hélène Sixous. Pourquoi avez-vous rangé votre écureuil? Mais parce que je trouvais qu'il a été assez sorti comme ça. Voilà. Pour qu'il dorme. C'est son vous y heure. Tenez, hein? J'y tiens et c'est son heure de rêve, justement. Alors, mais vous savez, elle a dit quelque chose, Marie, qui était... Et que vous avez redoublé, en fait, en racontant le rêve de votre mère. Absolument. C'est-à-dire, elle a dit la voix ne trompe pas et le rêve ne trompe jamais. C'est-à-dire, votre mère vous a dit malheureusement la vérité. Et ça, évidemment, c'était rude. La sienne, entendue autrement. Hein. Oui, enfin, elle lui a dit le rêve de sa mère est la vérité. Hein.
le rêve, de toute façon, c'est vrai. Voilà. Ah, ça c'est un des mots clés d'Hélène Cixous, le non, rêve. mais c'est vrai pour tout le monde. Oui, enfin, Freud a beaucoup travaillé là-dessus, a beaucoup théorisé là-dessus. California Dreaming, un film de Cristian Nemescu, c'est un film roumain. Alors l'histoire, c'est un radar qui doit traverser la Roumanie pour des questions de basse stratégie politique et militaire. Et il y a un chef de gare qui décide dans un bled paumé, absolument paumé, de bloquer le convoi qui transporte donc de l'armement stratégique militaire extrêmement important de l'OTAN. Et à partir de cet acte de rébellion, parce que c'est un armement qui doit aller vers le Kosovo, on a l'occasion d'une galerie de portraits tout à fait succulente et tout à fait étonnante. Et puis, au Cahier du cinéma, la sauce était presque parfaite. Ce sont 80 recettes d'après Alfred Hitchcock, signées par Anne Martinetti et François Rivière, avec des photographies de Philippe Asset. Et le truc est extrêmement simple. Dans les films d'Hitchcock, on parle de cuisine. Eh ben, on montre les films, enfin on montre les moments où on parle de cuisine et puis on reconstitue ces recettes de cuisine. Voilà pour ces deux conseils cinématographiques de la semaine. Et puis nous allons écouter Marie Modiano dans un deuxième titre, c'est Searching for Pearl, et vous êtes avec Antoine Boistel au xylophone. Il est là, voilà. He's heading for a land without a name but yet so real. Years before he held her hand, they both made a deal. He told her I'll be back when the moon won't shed a tear. Yes, my love, I will find your track throughout the years. Searching for Pearl, and the preacher is long gone. If you meet a girl named Pearl, please tell her not to cry, I'm on my way. Driving on the highway, one direction in his heart. He's remembering the day when they had to part. White nights never fade, the raining stones start falling, and the hiding place where they stayed, angels left a wing. Searching for Pearl, and the preacher is long gone. If you meet a girl named Pearl, please tell her not to cry, I'm on my way. Searching for Pearl, and the preacher is long gone. If you meet a girl named Pearl, please tell her not to cry, I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Merci Marie Modiano.
C'est la fin de cette émission. Merci mesdames, merci messieurs. Je voulais simplement vous dire que la peine de mort n'avait toujours pas été abolie aux États-Unis, mais je vous parlais la semaine dernière de Troy Davis. La Cour suprême a décidé de surseoir à son exécution. Vous savez qu'il se proclame innocent et qu'il avait été condamné à mort en 91, mais que les preuves et les témoignages les témoins sont revenus sur leur déposition. Donc il y a eu sursis à exécution. Par ailleurs, en France, dans les prisons, nous avons les chiffres du mois d'août. Il y avait 62 843 détenus le mois dernier pour seulement 50 835 places. C'est un peu mieux que le mois d'avant. Donc il y a un tout petit peu moins de surpopulation. Voilà, c'est-à-dire, et par rapport à Troy Davis, c'est aussi important de dire que le Saint-Siège veut aussi un sursis à exécution, mais ça c'est une habitude du Saint-Siège, et c'est tant mieux si le Saint-Siège est d'accord avec nous, et si le Saint-Siège est d'accord avec des mots de minuit. Voilà, c'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis. La semaine prochaine, on se consacrera, c'est la fin de l'émission, on se consacrera en grande partie au cinéma avec Guédiguian et Jacques Doyon, par exemple, et Bégodeau, qui a fait avec Kanté, qui a été le scénariste de Kanté, pour Entre les murs, et qui a été primé au Festival de Cannes. J'ai été heureux de vous accueillir. Merci, à la semaine prochaine. Merci. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.